Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de venir présenter le travail qu'on fait sur cette question des stratégies nationales et des trajectoires de long terme à l'IDRI. Donc, deux mots sur l'IDRI, donc l'Institut du développement durable et des relations internationales. Pour faire très court, on se présente en bon français comme un think tank. Notre objectif, c'est de faire le lien entre la recherche et la prise de décision au sens large du terme. Donc on ne parle pas que aux politiques, mais aux décideurs de tous ordres. Alors vous aurez une présentation plus détaillée sur les aspects entreprises. Moi, le travail que je fais se focalise beaucoup sur l'échelle nationale, donc on essaye beaucoup de s'engager avec tous les acteurs pertinents à l'échelle nationale. L'objet, c'est notamment pour nous d'essayer de faire en sorte que la recherche soit construite en intégrant la façon dont elle peut influencer la prise de décision. Et on sait très bien que toutes sortes de recherches, les recherches peuvent être très pertinentes, peuvent être très bonnes, mais n'est pas forcément adaptée pour répondre à des questions. Et nous, on a une réflexion à l'IDRI autour de ces questions des stratégies de long terme, pour comment est-ce qu'on peut construire des stratégies de long terme qui puissent être utiles et donner des types d'informations qui peuvent être utiles pour la prise de décision à l'échelle des pays. Donc, avant de rentrer en détail sur ce qu'on fait à l'IDRI, deux mots sur le contexte. On a mentionné l'accord de Paris. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais juste quelques éléments juste à avoir en tête que beaucoup d'entre vous ont sûrement, mais juste pour se recadrer les idées. L'objectif, maintenir l'objectif de la température, donc l'augmentation de la température, bien en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et poursuivre les efforts pour aller vers 1,5 degré. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire atteindre, notamment, et ça c'est le graphique qui est sur la droite, c'est un graphique qui est extrait du dernier rapport du GIEC sur 1,5 degré auquel j'ai participé, qui décrit les trajectoires des émissions de CO2 à partir de 2010 jusqu'à 2100, et ce qui est donc cohérent avec l'objectif d'1,5 degré. Il y a beaucoup de types de trajectoires, mais ce qu'on voit émerger notamment comme une des caractéristiques essentielles, qui est déjà mentionnée dans l'accord de Paris, mais qui là est étayée par l'évidence scientifique qu'on a pu produire, c'est que si on veut aller vers 1,5 degré de réchauffement, on doit atteindre une neutralité carbone à l'horizon autour de 2050. Donc c'est ça l'objectif qu'on se donne. L'accord de Paris, il est cadré autour d'une spécificité notamment, qui le distingue de ce qui s'est fait avant, c'est l'idée des contributions nationales. L'idée des contributions nationales, c'est de se dire qu'on ne va pas réussir à s'allouer a priori l'objectif de ce que devrait faire chaque pays, de façon centralisée, mais au contraire, on doit partir de ce que chaque pays va penser pouvoir être sa contribution à l'effort global pour atteindre la neutralité carbone. Le problème qu'on a avec ça, et donc c'est la logique de demander à chaque pays de soumettre ses contributions. Le risque qu'on a avec ça, c'est que l'ambition globale, quand on somme les contributions de chaque pays, ne corresponde pas nécessairement à ce qu'on doit faire pour atteindre l'objectif global. Et donc, ce qu'on a vu au moment de l'accord de Paris, donc la bonne surprise, c'était que quasiment tous les pays du monde ont soumis leurs contributions nationales, ce qui déjà en soi est quand même une énorme réussite, parce que ça montre quand même que tous les pays se sentent concernés par la prise de l'action, ce qui est très différent du cadrage qu'on avait auparavant, où on avait quand même une distinction entre des catégories de pays qui devaient faire des efforts, les pays développés et des pays en développement pour lesquels on repoussait l'effort. Là maintenant, il y a une prise de conscience que tout le monde doit agir, mais ce qu'on doit reconnaître, c'est que l'ambition globale de ces contributions nationales, donc qui sont des objectifs à l'horizon 2030, est insuffisante, très nettement, pour atteindre l'objectif global. Et donc il y a un processus qui a été mis en place dans le cadre de l'accord de Paris pour organiser la révision de ces contributions nationales. Et c'est le moment dans lequel on est en ce moment, puisque le cycle de révision, c'est un cycle tous les 5 ans, et donc on doit attendre à la fin de l'année 2020, le moment où les pays doivent arriver avec des contributions nationales révisées qui doivent nous permettre d'être collectivement plus proches de l'objectif global. Et pour ça, on a 2 instruments qui ont été mis en place. Une qui est des réunions globales de bilan, où tout le monde se met ensemble pour faire le bilan de l'action. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas complètement le sujet, même si c'est lié. Il y a un deuxième instrument qui a été introduit, qui est cette notion de stratégie nationale de long terme. Donc quand on parle de long terme, je vais parler de 2050. La raison pour laquelle on ne s'étend pas plus loin, c'est que, en tout cas, c'est l'horizon temporel auquel on se dit qu'on arrive encore à faire une planification un peu organisée. Après 2050, ça devient encore beaucoup plus hypothétique. Et donc, en tout cas, dans le cadre de ce dont moi je vais parler, mais aussi le cadrage qui est en général donné à ces stratégies de long terme dans le cadre de l'accord de Paris, c'est un horizon milieu du siècle.
Et donc l'objectif notamment de ces stratégies, c'est de contribuer à ce processus de révision. Donc quelques éléments plus spécifiques sur le rôle de ces stratégies. Première chose, articulation entre le court terme et le long terme. Ça peut paraître bête à dire, mais évidemment que les décisions qu'on prend à court terme vont affecter non seulement là où on va être à long terme, mais notre capacité à agir sur le long terme. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans l'ensemble des systèmes dont on parle, le système énergétique, le système industriel, le système d'usage des sols, les systèmes d'infrastructure, l'organisation des villes, où les décisions qui sont prises aujourd'hui, et même celles qui sont prises hier, conditionnent beaucoup notre capacité d'action sur le long terme et notamment notre capacité à bouger. Et donc il y a un enjeu fondamental qui est d'informer la prise de décision à court terme en fonction de là où on va être à long terme. Et donc l'analyse de long terme, ce n'est pas une analyse pour repousser l'action, c'est une analyse au contraire pour permettre d'informer l'action de court terme de façon cohérente avec là où on doit aller à plus long terme. Deuxièmement, un objectif très important des stratégies de long terme, c'est informer sur le comment. Parce que beaucoup de la discussion sur les contributions nationales se focalise sur quel est le niveau des émissions de gaz à effet de serre qui est indiqué par les pays. Ce qui est évidemment l'information sur laquelle on doit au final évaluer les contributions nationales. Mais la discussion sur l'ambition et sur l'augmentation de l'ambition, elle passe beaucoup par comment est-ce qu'on réduit les émissions. Comment est-ce qu'on réduit les émissions? Et là, le dernier rapport du GIEC que j'ai mentionné tout à l'heure est extrêmement clair. Si on veut atteindre le type d'objectif qu'on s'est donné, ça passe par une transformation massive de l'ensemble des systèmes. On doit transformer la façon dont on produit et on consomme de l'énergie, on doit changer notre système industriel, on doit changer la façon dont on se déplace, dont on se chauffe, on doit tout changer. Donc beaucoup de choses. Et il y a tout un enjeu qui est de comprendre pour chacun des pays quels sont les types de transformations à mettre en œuvre et au sein de ces transformations, quelles sont les dimensions de choix à faire. Et ça, cette compréhension, c'est fondamental non seulement pour augmenter l'ambition, mais aussi pour induire de l'action concrète. Ce n'est pas avec un chiffre d'émissions agrégé qu'on va être capable de définir concrètement quelles sont les politiques, les mesures, les actions qui doivent être prises, mais c'est bien en comprenant plus en détail le type de transformation qui doivent être mises à l'œuvre qu'on va avoir vraiment des informations concrètes. Troisième aspect, lier les émissions aux enjeux socio-économiques au sens large du terme. Ce dont on parle de façon extrêmement claire avec ces stratégies bas carbone de développement, et c'est la formulation qui est retenue dans l'accord de Paris, c'est qu'il est hors de question d'opposer la question émissions et développement. Atteindre une réduction des émissions au risque de créer des tensions sur des fonctions socio-économiques cruciales, c'est quelque chose qui est non seulement non désirable, mais qui ne fonctionne pas. Et donc l'enjeu de ces stratégies, ce ne sont pas des stratégies sur les émissions de gaz à effet de serre, ce sont des stratégies sur les stratégies de développement qui permettent à la fois de satisfaire les objectifs socio-économiques. Alors on va avoir des priorités différentes, des problématiques différentes suivant les pays, et c'est important que cette analyse parte de ces questions-là, et qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, une dernière spécificité et un dernier objectif de ces stratégies, c'est de permettre un dialogue à l'échelle du pays, parce qu'il faut être clair aussi qu'il va y avoir des choix à faire, qu'il va y avoir des choix qui vont impliquer un certain nombre d'acteurs, et que l'objectif des stratégies, c'est d'ouvrir des boîtes, de permettre de rendre explicites les dimensions de choix, pour permettre d'organiser une discussion avec tous les acteurs de la société pertinents. Et que la décarbonation ne peut pas être une décision bureaucratique et technocratique qui serait prise uniquement dans un ministère. C'est quelque chose qui transforme la société dans son ensemble et qui doit donc faire l'objet d'un débat. Et pour ça, on a besoin d'avoir un processus de discussion qui permet de mettre en débat ces éléments. Je ne vais pas m'appesantir sur les détails, mais ça pose un certain nombre de défis méthodologiques sur la façon dont on construit ces stratégies. Et donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails à ce stade-là, mais je serais content d'en parler avec vous si ça vous intéresse. Mais premièrement, on doit mener une approche rétrospective. Il ne s'agit pas de prolonger les tendances telles qu'on les a aujourd'hui, on sait que ça ne marchera pas, mais il s'agit de partir de là où on veut aller en 2050, zéro émission, et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va à ce point-là, depuis là où on est aujourd'hui. Deuxièmement, représenter explicitement les déterminants physiques de la transformation et pas se contenter d'une discussion qualitative ou générale, mais vraiment d'essayer de fournir des informations tangibles et concrètes. Pareil pour les déterminants socio-économiques, et ça peut paraître bête à dire, mais comment est-ce qu'on représente tout un ensemble de problématiques qui sont au cœur de nos questionnements de tous les jours sur l'évolution de l'économie, sur l'évolution de la société, dans des visions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, je l'ai déjà mentionné, mais le besoin d'exprimer ces stratégies dans un langage qui soit à la fois un langage
qui permettent d'intégrer l'expertise. On a besoin d'avoir des gens qui connaissent très bien le secteur du transport et qui vont pouvoir donner leur contribution sur comment est-ce qu'on peut transformer ce secteur. Mais c'est aussi fondamental de pouvoir avoir une discussion avec les usagers du secteur du transport, qui ne sont pas forcément des experts de la transformation du secteur du transport, mais qui se déplacent tous les jours. Et donc c'est important de permettre cette discussion entre les différents aspects de la société. Et du coup, nous, ce qu'on fait à l'IDRI, dans le cadre de ce qu'on appelle l'initiative Deep Decarbonization Pathways, donc c'est notre acronyme DDP, c'est de permettre de bâtir des capacités dans les pays pour essayer de remplir ces objectifs-là et donc de construire des stratégies, pas comme des exercices de recherche désincarnés, mais comme des objets qui peuvent être utiles pour nourrir la prise de décision dans les pays. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a tout un ensemble de projets où on va dans les pays, on travaille en partenariat avec des équipes locales, et ça c'est vraiment fondamental, l'appropriation domestique. Ce n'est pas l'IDRI qui va aller construire la trajectoire de décarbonation de la Colombie, on travaille en partenariat avec un partenaire de recherche colombien, et c'est ce partenaire-là qui va avoir vocation ensuite à aller entrer en discussion avec son gouvernement. Donc on ne travaille pas non plus avec le gouvernement, on n'est pas là pour construire la stratégie officielle du pays, mais on est là pour bâtir des capacités pour qu'il y ait des instituts de recherche dans le pays qui soient en capacité de fournir des analyses qui puissent être utiles pour nourrir la discussion. Et ce que je vais vous présenter très rapidement ensuite, c'est la méthodologie commune qu'on met en place pour essayer de remplir cet objectif-là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, parce que je n'ai pas le temps, mais c'est l'objet d'une publication qu'on a faite en avril dernier dans Nature Climate Change, dont je pourrais vous donner le lien, que j'ai dû oublier de le mettre évidemment. Mais qui essaye d'expliquer quels sont les principes fondamentaux de la méthodologie, donc qui articule notamment deux visions de la transformation qui doivent être cohérentes. Une vision qu'on décrit comme étant une vision au niveau des stratégies, donc qui, si on veut le parler en langage, qui parle le langage des politiques, des décideurs, et une vision tableau de bord, donc le dashboard, qui vise à organiser une discussion quantitative et structurée sur quelques indicateurs clés qui sont importants pour rendre la transformation concrète. Ce qu'on montre, c'est que la stratégie, elle doit être structurée autour de déterminants qui sont incontournables. Et on essaye d'amener les gens à se construire ces visions-là. Je reviendrai là-dessus quand je passerai rapidement sur quelques résultats, mais quand on parle de système énergétique, par exemple, on va demander aux acteurs qui travaillent sur ces stratégies de se poser la question à la fois comment avoir un système énergétique, donc consommation et production plus efficace, comment consommer moins d'énergie, comment produire de l'énergie qui est bas carbone, donc qui contient peu d'éléments carbone, et comment induire des usages de ces énergies qui soient peu intensifs en carbone. Quand on se pose la question du transport, si on veut décarboner le secteur du transport, ce n'est pas uniquement des véhicules qu'on doit changer. On doit changer tout un ensemble de déterminants, en tout cas considérer des changements, tout un ensemble de déterminants qui vont affecter comment on se déplace, quels sont nos besoins, quels sont nos styles d'organisation, quelle est la forme de nos villes, quelles sont les infrastructures qu'on a à notre disposition, tout un ensemble de leviers qui sont fondamentaux pour informer le type de transformation qu'on va mettre en place. Le rôle des modèles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, les modèles, ils sont là. Ce sont ces petits trous qui lient l'aspect stratégie et l'aspect tableau de bord. Dans le monde de la production d'analyse et de scénarios, les modèles jouent un rôle crucial. Les modèles sont des outils analytiques complexes qui permettent de capter et d'analyser la complexité des interactions, ce qui est fondamental vu la complexité de ce qu'on veut transformer. Le problème, c'est si on attend que ces modèles racontent l'ensemble de l'histoire. Parce que très souvent, comme ils doivent représenter des interactions extrêmement complexes, ils sont aussi limités sur le niveau de détail suivant lequel ils vont représenter certains aspects de la transformation. On a mentionné le transport, la façon dont la transformation du système de transport est inclue dans ces modèles-là n'est pas forcément adaptée pour capter l'ensemble des déterminants qui sont pertinents. Et donc, nous, la vision qu'on a dans cette méthode, c'est de mettre les modèles, donc ces outils analytiques complexes, au service de la traduction de stratégies en indicateurs quantifiés, et donc pas comme éléments qui vont raconter l'histoire, mais comme des éléments qui vont permettre de l'informer là où ils sont pertinents, mais tout en laissant la possibilité d'avoir potentiellement des analyses qualitatives, d'ordre de grandeur, complémentaires, mais qui permettent d'intégrer des dimensions plus riches que ce qui serait inclus dans ces modèles. Et enfin, le rôle du tableau de bord.
Le tableau de bord, donc c'est très concrètement une liste d'indicateurs, mais une liste d'indicateurs qui sont choisis non pas comme ceux qu'il est facile d'informer, notamment parce qu'ils sortiraient des modèles naturellement, mais plutôt comme les indicateurs qui sont importants à mettre en avant pour être capable d'avoir une discussion informée avec les décideurs. Et donc, le fait d'avoir ces informations qui sont rapportées de façon transparente, c'est fondamental pour organiser un dialogue, et qui sont informées de façon systématique par les différents pays dans lesquels on travaille, c'est important parce que ça permet aussi la comparaison. Et ça permet aux pays de se comparer les uns aux autres, pas pour dire je fais mieux ou moins bien que l'autre, mais pour apprendre les uns des autres, parce que le processus de décarbonation, c'est un processus d'apprentissage où il va falloir aller progressivement vers la mobilisation de nouvelles solutions. Et le fait d'apprendre de solutions qui sont mises en œuvre ou qui sont envisagées dans un autre pays, on a déjà vu que ça permet de créer beaucoup de richesse dans le raisonnement d'autres pays. Donc cette possibilité de se comparer avec une sorte de dictionnaire qui a un outil commun, un langage commun, c'est fondamental pour permettre ce dialogue. Et donc ça, c'était la méthode. Je vais prendre les quelques minutes qui me restent pour essayer de vous montrer quelques résultats qu'on a obtenus en mobilisant cette méthode. Et donc ça, ce sont des résultats qui sont largement issus des travaux qu'on a menés en amont de la COP21 avec 16 pays. Donc 16 pays, essentiellement les pays du G20, donc des grands pays, à la fois des pays industrialisés et des grands émergents, et où on a travaillé suivant cette méthodologie-là pour essayer d'amener les équipes avec lesquelles on travaillait à construire des stratégies de décarbonation. Donc quelques messages qu'on peut tirer de ça. La première chose, c'est que, en fait, un point important à mentionner, les équipes avec lesquelles on travaille, ce ne sont pas que des chercheurs. Parce que sinon, on aurait le risque de se dire ce sont des chercheurs qui ne sont pas forcément très connectés au processus de décision. En fait, on a travaillé avec des gens qui sont à la fois des chercheurs, mais qui sont aussi, suivant les spécificités des pays, connectés avec les processus de décision. Ce qui veut dire que, grosso modo, il fallait qu'ils soient en situation de défendre devant des décideurs les analyses qu'ils vont mettre sur la table. Et donc ça, c'est fondamental parce que, en termes de crédibilité des trajectoires qu'on met sur la table, évidemment que ce n'est pas une analyse qui est faite dans une tour d'ivoire déconnectée de la réalité, mais au contraire, c'est une analyse qui part des réalités, des contraintes politiques, physiques, techniques, économiques du pays. Donc qu'est-ce qu'on a montré? C'est possible dans tous les pays, toutes les équipes avec lesquelles on travaille ont été capables de construire des trajectoires de décarbonation massive. À gauche, vous avez l'évolution des émissions par tête entre l'année 2010 et l'année 2050. Un panorama extrêmement large. Là en haut, vous avez le Canada, les USA, l'Australie, qui sont très très hauts aujourd'hui. On montre que, grosso modo, il est possible d'imaginer des trajectoires qui amènent l'ensemble de ces pays-là vers un niveau extrêmement bas. Alors, ce n'est pas la neutralité, je reviendrai peut-être là-dessus si vous avez des questions sur le cadrage, mais en tout cas, qui l'amène à une réduction très significative. La graphe de droite, c'est les mêmes chiffres, mais en évolution d'émissions par unité de PIB. Et donc, on voit que tous les pays ont été capables de construire un découplage extrêmement fort des émissions par rapport à leur croissance économique. À quoi ça correspond? Finalement, ça correspond à un objectif de 2 degrés. Donc j'ai mentionné avant que l'objectif de Paris c'était bien en deçà de 2 degrés et 1,5, donc on n'est pas tout à fait à l'accord de Paris. La raison fondamentale, c'est qu'on a fait cet exercice avant l'accord de Paris pour essayer d'influencer l'accord de Paris, et on est dans le processus de révision de ces trajectoires-là avec les équipes dans d'autres pays, etc., pour essayer de voir des trajectoires plus ambitieuses qui soient bien cohérentes. Mais en tout cas, c'est le processus de décarbonation tel qu'il est à l'œuvre. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais juste pour vous mentionner le point que j'ai dit au début sur la compatibilité avec les objectifs socio-économiques. Toutes les équipes, les stratégies, les trajectoires dont je vous parle là, elles sont cohérentes avec les objectifs socio-économiques prioritaires des pays. En Afrique du Sud, quand on a commencé l'exercice, les partenaires sud-africains, ils nous ont dit « Nous, on n'est pas très intéressés par la question des émissions. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la question du chômage, de la pauvreté, des inégalités. C'est ça les vraies questions dans notre pays. » Et donc, notre objectif, c'est d'analyser cette question. Et on a été capable, ils ont été capables, avec nous, de construire des stratégies qui, par exemple, réduisent très significativement, ça c'est la répartition en 2010, 2030 et 2050, dans les 2 scénarios qu'ils ont construits, entre les plus pauvres, middle income et très riches. Et donc on voit que la stratégie de réduction des émissions que je vous ai montré juste avant, elle est cohérente avec une amélioration assez significative de la problématique des inégalités et de la pauvreté. En Inde, très compatible avec les objectifs de réduction de la pollution locale, par exemple.
très très important qu'aux bénéfices dans un pays comme l'Inde où les villes sont très polluées, et sont très polluées notamment parce qu'il y a du transport et il y a de la production d'électricité à base de charbon, et que ces deux activités produisent des polluants locaux et aussi des gaz à effet de serre. Donc en réduisant les gaz à effet de serre, eh ben, on a aussi un bénéfice important sur la santé des populations et sur les pollutions locales. Je vais avancer un peu juste pour passer en revue quelques éléments sans trop déborder. La question de la dépendance au sentier, c'est quelque chose que j'ai évoqué au tout début quand on pose la question de ne pas se mettre dans des dépendances pour l'avenir. Les décisions qu'on prend aujourd'hui ont un impact sur l'avenir. Par exemple, l'analyse de la trajectoire sur les États-Unis montre que, en tout cas, quand on regarde ce qui avait été soumis par les États-Unis à l'époque, ce n'était pas forcément très incompatible, donc qui était entre une réduction de 26 à 28% des émissions en 2025 par rapport à 2005, c'est ça la contribution nationale des États-Unis. Ce n'est pas forcément incompatible avec une réduction de l'ordre de 80 à 90% des émissions à l'horizon 2050 pour ce pays-là, qui est un objectif très ambitieux et assez cohérent avec un objectif climatique, alors pas tout à fait accord de Paris, mais au moins 2 degrés. Mais toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on atteint cet objectif, comment est-ce qu'on réduit les émissions sur les quelques prochaines années. Et si on veut caricaturer, on a 2 solutions pour décarboner le système énergétique, le système électrique américain. On a du charbon aujourd'hui. Est-ce que ce charbon, on le remplace par du gaz ou est-ce qu'on le remplace par des renouvelables? Toutes choses égales par ailleurs, si aujourd'hui on remplace du charbon par du gaz, ça a un effet bénéfique sur les émissions de gaz à effet de serre à court terme, puisque le gaz est à peu près 2 fois moins émetteur que le charbon pour la même quantité d'énergie. Le problème, c'est que si on installe des centrales à gaz aujourd'hui, ces centrales à gaz, elles vont être là pour 30 ou 40 ans. Et que du coup, dans 30 ou 40 ans, on aura encore ces centrales à gaz qu'on a installées aujourd'hui. Et donc ça, c'est un exemple typique de décisions prises aujourd'hui qui vont conditionner la possibilité de continuer à décroître la stratégie. Parce que évidemment que si on continue à produire de l'électricité avec du gaz naturel, qui continue à émettre des gaz à effet de serre, et bien là, pour le coup, ça devient impossible de suivre la trajectoire de long terme. Donc tout ça pour illustrer la question de la dépendance et l'importance des décisions de court terme sur le long terme. L'importance d'une action simultanée et cohérente sur tout un ensemble de leviers. Et là, je vais mentionner ce qu'on a appelé les 3 piliers de la transformation du système énergétique, que j'ai déjà un peu mentionné rapidement. Efficacité énergétique, décarbonisation de l'électricité et des carburants, et le passage dans les usages finaux vers ces carburants décarbonés. En fait, ce dont on parle quand on parle de ces stratégies bas carbone, c'est pas de jouer un petit peu sur chacun de ces leviers, ou de jouer sur un de ces leviers seulement. On parle de définir des stratégies cohérentes qui nous permettent d'actionner l'ensemble de ces leviers tous ensemble. Un exemple extrêmement évident peut-être, mais est-ce que le véhicule électrique c'est bon pour la décarbonation, au-delà des d'autres questions que ça pose? Ça dépend quand même notamment de est-ce qu'on produit l'électricité de façon décarbonée ou pas. Mais aussi, la capacité à développer les véhicules électriques va dépendre des types d'usages, de l'organisation de l'espace, pour quels usages du système de transport on peut les utiliser, pour ceux pour lesquels le véhicule électrique n'est pas pertinent, est-ce qu'on a d'autres alternatives qui peuvent être construites pour décarboner? Donc, tout un ensemble de leviers qui doivent être pensés en fait ensemble dans une stratégie coordonnée. Ça, c'est le mix électrique, donc de production d'électricité, dans les 16 pays. Donc ça, c'est des parts. Le vert, c'est du renouvelable, le bleu, c'est du nucléaire, et le rayé, c'est du capture et séquestration de carbone, et le noir, c'est les carburants fossiles. Je vais vous demander de faire un grand effort qui est de ne pas vous focaliser trop sur les pays, parce que c'est un scénario illustratif. Chaque pays a défini plusieurs scénarios. Donc, il y a plusieurs solutions à chaque fois. C'est juste pour illustrer comme ça la vision que les pays vont définir des stratégies extrêmement différentes. Et il y a de très bonnes raisons pour que ces stratégies ne soient pas homogènes. Donc il n'y a pas une seule vision de la transformation du système électrique, par exemple. Il y a plein de visions différentes. Potentiellement, même dans un pays donné, même ici, il peut y avoir des visions différentes de comment on peut décarboner le système électrique. Mais il y a des bonnes raisons pour ça, sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la situation dans laquelle on va être dans l'avenir, les défis qu'on a, les ressources, les opportunités, les débats sociétaux qu'on peut avoir, les préférences de la société qui peuvent varier d'un pays à un autre, qui vont définir quel type de solutions peuvent être plus facilement envisagées. Encore une fois, ça c'est un scénario, chaque pays en a défini plusieurs parce que ça fait partie aussi des éléments importants de l'analyse qui est, en fait,
donner une vision normative de quelle devrait être la transformation, finalement, ce n'est pas très utile pour informer la décision, mais plutôt en donner plusieurs pour essayer de comprendre quelles sont les dimensions de choix et quelles sont les possibilités de se réorienter si on a été trop loin dans un sens ou dans l'autre. Je vois que je suis très au-delà. Je vais faire un dernier point avant d'arrêter pour laisser un peu de temps à la discussion. Le besoin de combinaison de politiques bien pensées. Et là, c'est un point, je pense qu'on a vu, au vu de ce qui a été discuté notamment ces derniers mois en France à l'occasion des Gilets jaunes, qui sont nés autour de la question de la taxe carbone, que finalement, pour induire les stratégies de réduction des émissions, il est fondamental d'avoir une compréhension détaillée des types de transformations qu'on va vouloir mettre en œuvre et de réfléchir à quels sont les bons instruments à mettre en place pour induire ces transformations. La tarification du carbone, ça peut être un instrument politique et économique très utile pour induire la transformation dans un certain nombre de secteurs, mais dans d'autres secteurs, on sait que c'est relativement inefficace. Et encore une fois, pour reprendre cet exemple du secteur du transport, le prix qu'on va donner au carburant va avoir un effet assez majeur, assez mineur, sur la possibilité de changer ses comportements à court terme au moins de transport. Et du coup, l'imposition d'un prix sans mesures complémentaires d'accompagnement, sans offrir les alternatives qui devraient être mobilisées, ça se traduit uniquement par une pénalité, donc un certain nombre de problèmes sociaux. Et comme on l'a dit, la problématique fondamentale, c'est de concevoir une transition bas carbone qui tienne en compte les enjeux de justice sociale. Et donc ça demande d'avoir une vision claire et explicite de qu'est-ce qu'on veut transformer, et pas seulement on veut réduire les émissions. C'est pas vrai qu'il suffit de mettre une taxe carbone au bon niveau pour induire la transition. Ça ne marche pas comme ça. On a besoin d'une compréhension détaillée de la transition, de comment on transforme et on fait évoluer les secteurs, et d'avoir une vraie réflexion sur quels sont les bons instruments à mettre en place pour accompagner cette transition. J'avais d'autres slides, mais je ne vais pas les présenter. Je vais m'arrêter là pour laisser la place à la discussion. Merci beaucoup. Deux questions pour introduire et reprendre des points de cadrage que vous avez évoqués. Alors, neutralité. L'objectif qu'on a à l'échelle globale, et c'est là qu'il y a peut-être un peu une subtilité, un défi méthodologique aussi, on parle de neutralité, donc c'est zéro émission à l'échelle globale, en tout cas zéro émission nette, c'est-à-dire qu'on n'émet pas plus que ce qui peut être séquestré. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va être à zéro, exactement. Il peut y avoir certains qui sont un peu au-dessus et certains qui sont un petit peu en dessous. Et ça, c'est une question fondamentale, notamment de comment est-ce qu'on gère cette question d'équité. Mais le fait d'avoir en tout cas en tête que l'objectif pour tout le monde, c'est de tendre vers la neutralité. Disons, la formulation de l'accord de Paris, je crois que c'est le plus tôt possible dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Disons entre 2050 et 2075, on doit avoir tous les pays qui se dirigent vers cette neutralité. Et là où c'est important, c'est que, indépendamment finalement de la date exacte, le fait que l'objectif soit la neutralité, ça force à se poser la question de la transformation d'une façon différente. On parle, si on réfléchit bien, de réduire les émissions à quasiment zéro partout, parce que la capacité à avoir des puits, donc des émissions négatives où on séquestre du carbone, reste relativement limitée. Et donc l'enjeu fondamental, c'est de prendre chaque secteur déjà comme base d'information, chaque secteur les uns après les autres, et de se demander comment est-ce qu'on peut amener ces secteurs à continuer à fournir leurs services tout en réduisant les émissions à quasiment zéro. Et ça un cadrage complètement différent du débat, même par rapport à 80% de réduction. Et en France, on a évolué sur les dernières années, donc vous savez certainement, il y a la stratégie nationale bas carbone, donc il y a la deuxième itération de la stratégie nationale bas carbone qui a été soumise. La première, elle avait été en 2015. En 2015, on avait un cadrage qui était autour de ce qu'on appelait le facteur 4, division par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Celle de cette année, elle est cadrée par la neutralité en gaz à effet de serre. Et donc on a un saut sur l'ambition. Mais le saut sur l'ambition, il se traduit aussi par la nécessité de prendre en compte des transformations plus radicales sur tout un ensemble de transformations. Donc il ne faudrait pas que j'utilise bas carbone, il faudrait que j'utilise, et c'est ça que veut dire décarbonation, pour être honnête, quand on a commencé à utiliser ce mot décarbonation en 2014, les gens nous ont dit « vous ne devriez pas utiliser ce mot-là parce que ça ne va pas bien passer ». C'était vraiment un mot assez inacceptable, parce que ça renvoie à quelque chose de négatif, il faut enlever quelque chose, décarboner. Bon, maintenant, c'est un mot qu'on entend beaucoup, donc on est très content de voir que c'est une idée qui a diffusé, mais c'est vraiment de ça qu'on parle, d'avoir zéro, de plus avoir de carbone dans le système comme condition nécessaire pour atteindre l'objectif.
sur cette question méthodologique, merci de la poser parce que je pense qu'effectivement ce cas-là particulièrement il illustre bien comment ça marche. En fait je vais peut-être revenir sur le schéma et sur le rôle des modèles. Il y a tout un ensemble de modèles, donc d'outils analytiques extrêmement complexes qui existent dans la communauté pour analyser des transformations qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, et notamment de carbone. Et le modèle que l'équipe sud-africaine avait a priori quand on a commencé l'analyse, c'était un modèle qui représentait très bien le système énergétique, donc qui représentait très bien par exemple les choix de technologie pour produire de l'électricité, mais qui prenait comme variable exogène, donc comme point d'entrée du modèle, les variables d'activité, et notamment les variables économiques. Et donc évidemment qu'avec un modèle comme ça, si on se limite à ce que dit ce modèle-là, finalement, on ne peut pas faire une analyse des enjeux de la décarbonation pour les enjeux économiques, puisque les enjeux économiques sont un point d'entrée. Donc on ne fait que refléter une hypothèse qu'on mettrait si on veut améliorer. D'autre part, la façon dont l'économie est représentée dans un modèle comme ça, c'est PIB, essentiellement. Et donc on n'a pas de notion d'inégalité ou de choses comme ça. Donc ce qui a été fait dans le cadre de l'analyse faite avec les Sud-Africains, ça a été deux choses. Un, de se demander d'intégrer dans la description de comment on décarbonise, donc quelles sont les stratégies, quels sont les éléments de narratif qu'on met en place, des éléments un peu plus explicites sur comment est-ce qu'on peut articuler, quels sont les enjeux que pose la décarbonation pour les enjeux de pauvreté. Et qui fait ce travail-là? Ça sont les équipes. Ça sont les équipes. Les équipes pays, toutes les analyses pays sont faites par les équipes. Nous, on est là pour les guider, les mettre au défi, leur poser des questions, un processus d'interaction très proche parfois. Avec eux, on a travaillé de façon très étroite, mais c'est leur histoire. Et c'est une histoire qui doit refléter leurs problématiques. Et eux, ils construisent ces histoires-là en intégrant ça. Et après, la question, ça a été notamment de développer un outil quantitatif qui aille au-delà des limites que j'ai mentionnées avant et qui permette d'intégrer certains éléments de cette histoire-là pour qualifier et notamment être capable de sortir ce type d'indicateurs, donc des indicateurs de dashboard, de tableau de bord. Donc ça, c'est le type de choses où on se dit, on a envie de parler de la pauvreté, il faut qu'on soit capable de montrer ce genre de choses-là, quelle est la part de la population dans les différentes catégories de revenus. Ça, c'est quelque chose qui est très inconfortable parce que le modèle ne sait pas le faire a priori. Donc ça a amené à essayer d'améliorer, de raffiner certains aspects du modèle pour, très concrètement, techniquement, coupler ce modèle du système énergétique avec un modèle d'équilibre général qui permet mieux de capter certains aspects de l'évolution et des interactions entre l'évolution du système énergétique et l'évolution de l'économie. Et donc de pouvoir informer ce type d'indicateur. Et donc ça a amené une réflexion, une remise en cause des fondamentaux méthodologiques de l'analyse qui avaient été utilisés jusqu'à maintenant pour permettre de répondre à des questions qui sont celles qui sont posées de toute façon autour, par exemple, là en l'occurrence, de la réduction de la pauvreté. Pour arriver à diminuer de manière aussi efficace les émissions. Si vous dites